Chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. En préalable, nous devons procéder à quelques nominations. Je vous informe tout d'abord que j'ai reçu la candidature de monsieur Jean-Victor Castor pour être rapporteur sur le projet de nomination en application de l'article 13 de la Constitution de monsieur Olivier Thibault aux fonctions de directeur général de l'Office français de la biodiversité. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Une autre annonce pour vous informer que je suis candidat à la fonction de rapporteur sur la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains. Proposition de loi travaillée notamment avec David Valence et monsieur Damien Adam. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Par ailleurs, je vous informe que M. Henri Alfondari est membre de la mission d'information sur les dynamiques de la biodiversité dans les paysages agricoles et l'évaluation des politiques publiques associées, de même que M. Marcelin Nadeau. Madame Anne-Cécile Violent est pour sa part membre de la mission d'information sur l'adaptation de la politique de l'eau aux défis climatiques, de même que M. Marcelin Nadeau, en remplacement de monsieur Hubert Wulfranc. Voilà pour les annonces, chers collègues. Nous en venons à notre ordre du jour. Est-ce que ça suscite une discussion? Ça vous va? Ouais, parfait. Nous en venons à notre ordre du jour avec la présentation de l'excellent rapport de la mission d'information sur l'adaptation au changement climatique, de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers. Je vous rappelle que la création de cette mission résulte d'une décision de notre bureau, prise avant la suspension des travaux de l'Assemblée l'été dernier, avec le caractère inédit des méga-feux qui ont touché notre pays à cette période, mais aussi la multiplication des incendies de forêt dans des zones qui étaient jusque-là épargnées. Il nous avait semblé important de faire un état des lieux de notre politique forestière. Il s'agissait de voir comment envisager la restauration des milieux forestiers qui ont été ravagés, mais aussi de faire des propositions pour adapter notre politique forestière, qui est un élément de base de la résilience face au réchauffement climatique. Le sujet, vous l'accorderez, est vaste, avec de multiples enjeux, car comme le montre bien le rapport de la mission d'information qui nous a été diffusé, la forêt joue de multiples rôles et doivent être prises en compte. Je tiens avant tout, et je pense que c'est important à le souligner, de mettre en avant l'excellent travail qui a été réalisé par Madame la Présidente, Madame Catherine Couturier, merci Madame la Présidente, et Madame la rapporteure Sophie Panonacle. Le rapport qui nous est soumis contient de nombreuses propositions et j'espère qu'elles pourront trouver une traduction concrète, c'est-à-dire une traduction dans la loi, et il me semble que le calendrier nous est plutôt favorable puisque nous examinerons la semaine prochaine la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. La présentation de ce rapport intervient donc à point nommé. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, je ne serai pas plus long dans mon propos. Je vais vous laisser la parole afin de présenter le fruit du travail que vous avez réalisé et les propositions travaillées. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, j'introduirai brièvement cette présentation. Nous arrivons au terme d'une mission qui a commencé ses travaux en octobre dernier. Elle a tenu 27 auditions et tables rondes et opéré 2 déplacements sur le terrain, en Gironde et dans le parc naturel régional de Millevaches. Je tiens à remercier les membres de la mission qui ont participé à nos travaux, à commencer bien sûr par notre rapporteure Sophie Panonacle. Beaucoup d'entre eux ont émis des idées d'audition que nous avons suivies en règle générale. Plusieurs collaborateurs parlementaires ont également fait part de suggestions, preuve que le sujet que nous examinons suscitait un grand intérêt.
Je salue également la qualité du travail des deux administrateurs, M. Frédéric Taillé et M. Nicolas Dufresne, et leur disponibilité auprès de nos collaborateurs pour mener à bien cette mission et ce rapport. Mes remerciements vont également à nos vice-présidents et vice-présidentes, notamment Chantal Jourdan et Anthony Brosse, qui ont assuré à plusieurs reprises la conduite des réunions lorsque j'avais des obligations en circonscription. Enfin, je tiens à saluer particulièrement les scientifiques qui ont participé à nos premières auditions, climatologues ou chercheurs dans les INRAE. Ils nous ont apporté des bases solides pour conduire nos différents raisonnements. Notre pays dispose avec eux d'un vivier humain et de compétences absolument remarquables, sur lequel nous devons nous appuyer pour définir notre politique forestière. Avant de laisser notre rapporteur nous exposer son rapport, je souhaite simplement rappeler les grands enjeux qui sont au cœur de ces travaux. La Journée mondiale des forêts et la Journée mondiale de l'eau ont été récemment l'occasion de rappeler les différents enjeux de préservation de ces biens communs pour l'humanité. Ce rapport devrait donc nous inspirer, je l'espère tout du moins, pour les prochains débats que nous aurons d'ici quelques jours dans l'hémicycle, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, visant à avancer la prévention et la lutte contre les incendies. La situation est grave. Nous ne sommes que début mai et déjà de grands feux se produisent, comme dans les Pyrénées récemment, où 930 hectares ont été touchés par les flammes. La semaine dernière, une canicule sans précédent s'est abattue sur l'Andalousie, avec le mercure dépassant les 40 degrés. Du jamais vu dès le mois d'avril, même pour cette région. La conséquence directe est que la surface de végétation brûlée bat des records. Ce sont déjà 54 000 hectares de brûlés en Espagne, contre 17 000 hectares au même moment l'année dernière. Selon les chiffres européens EFIS, le système européen d'information sur les feux de forêt. L'autre conséquence est celle de l'eau. 60% des terres cultivables espagnoles sont asphyxiées par le manque d'eau. Ce qui est vrai pour l'agriculture, ce qui est vrai pour l'agriculture est également vrai pour la forêt, surtout lorsqu'on sait que le stress hydrique est un des principaux facteurs aggravants de la mortalité des arbres. Si cette situation semble dramatique, rappelons-nous que nos activités humaines nous emmènent droit vers plus 4 degrés à la fin du siècle si nous ne faisons rien. Ces actualités sont malheureusement amenées à se multiplier et à s'intensifier cet été comme les années suivantes. Leur tendance démontre que le changement climatique est bien là. Les conséquences de ce changement sur les forêts sont au cœur de ce rapport et doivent nous permettre d'engager des actions rapidement. 2 sujets en particulier retiennent mon attention. La qualité des sols et la retenue d'eau dans les sols pour la végétation. Brièvement sur ces 2 points. Le puits carbone forestier français a été divisé par 2 sur la dernière décennie, malgré une augmentation de la surface forestière de plus d'1 million d'hectares, d'après le Haut Conseil pour le climat et l'inventaire forestier national. Le cycle de l'eau douce est la 6e limite planétaire à être dépassée d'après le Centre de résilience de Stockholm. Il s'agit en particulier de l'eau dite verte, stockée et évapotranspirée par les végétaux et qui concerne donc nos forêts. Au moment où nous allons auditionner 2 ministres demain sur le plan eau et où une mission d'information portant sur les questions agricoles et de biodiversité va se lancer, il me semble impératif de relier la question de l'eau et des sols à celle de l'avenir de nos forêts, car ce sont des écosystèmes interdépendants et vitaux pour nous dans tous les cas. Pour finir, je rappellerai simplement que les forêts vivent sur le temps long. Un cycle court dure environ 30 ans, tandis qu'un cycle long s'écrit en siècles. La forêt française est particulièrement jeune, moins de 100 ans en moyenne. La question de l'adaptation au changement climatique est donc d'autant plus ténue et la problématique principale qui nous occupera peut se résumer à
comment permettre aux forêts françaises de s'adapter rapidement à un changement climatique accéléré lorsque celles-ci ont toujours évolué sur le temps long. Permettez-moi d'envisager une réponse transpartisane à cette question au travers d'une proposition de loi, de la même manière que nous avons tous réussi à travailler conjointement tout au long de cette mission. Je terminerai en rappelant que la préservation de la forêt et son exploitation raisonnée font partie d'un combat plus vaste contre le dérèglement climatique. Il s'agit ni plus ni moins que de maintenir la vie sur Terre. Jamais une cause n'a porté une telle urgence dans l'histoire de l'humanité. Pour le groupe politique dont je suis membre, les solutions sectorielles ne suffisent pas. Il faut avant tout s'engager dans un autre choix de société et par la planification écologique. Monsieur le Président, chers collègues, j'en ai terminé et je laisse la parole à notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente, et à mon tour de formuler le vœu d'une PPL transpartisane pour porter ensemble ces sujets. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Nous arrivons en effet au bout de 6 mois de travail. Avant de vous présenter mes conclusions, je souhaite remercier Catherine Couturier pour avoir assuré la présidence de cette mission, me féliciter de nos travaux en bonne intelligence, ainsi que, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, Chantal Jourdan et Anthony Brosse pour avoir présidé plusieurs réunions. Je m'associe à l'ensemble des remerciements que vous venez de faire, Madame la Présidente. Je tiens également à souligner que la mission d'information a travaillé dans une atmosphère sereine, avec la volonté de bien cerner le problème qui lui était posé et de dégager autant que possible des solutions. Je remercie les scientifiques, chercheurs dans les INRAE, les climatologues qui nous ont apporté un éclairage précieux sur l'état présent et l'avenir de nos forêts. En ce domaine, rien ne peut être fait sans leur contribution et comme vous avez pu le lire dans le rapport, ils ont des indices, parfois des certitudes, mais aussi des doutes, des interrogations sur les moyens de sauvegarder nos forêts. C'est l'un des postulats du rapport. Notre politique forestière entre dans une période où il faudra constamment s'adapter. C'est une rupture par rapport au passé. Je remercie l'ensemble des acteurs publics et privés, des élus locaux et des ONG qui ont toujours répondu avec enthousiasme et sincérité à nos interrogations. Permettez-moi une mention spéciale pour les personnels de l'ONF. Et enfin, je ne veux pas oublier toutes les personnes et institutions qui ont accueilli nos délégations en Gironde et sur le plateau de Millevaches lors de nos déplacements sur le terrain. Cette mission intervient donc dans un contexte particulier au lendemain des feux de forêt qui ont durement frappé cet été notre pays et plus particulièrement la Gironde et le bassin d'Arcachon. Permettez-moi de dédier ce rapport aux sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires de la sécurité civile et au personnel de la sécurité civile qui cet été ont tout tenté pour limiter au péril de leur vie la propagation de ces feux géants. Continuons à leur donner les moyens de prévenir et de lutter contre les incendies. N'oublions pas que la première action face au changement climatique est la sauvegarde de nos forêts. Il est une évidence. Le sujet que nous avions à traiter est crucial pour l'avenir de notre pays. Même si je suis convaincue qu'il n'existe pas de solution clé en main pour adapter nos forêts et la filière forêt-bois au dérèglement climatique, j'ai la conviction que nous devons agir méthodiquement sans plus attendre. Celles et ceux d'entre vous qui ont suivi nos auditions l'ont bien compris. Les forêts constituent des écosystèmes complexes sur lesquels la science ne sait pas tout et qui évoluent très lentement. C'est pourquoi je préconiserai des solutions pragmatiques avec toute l'humilité qui s'impose. J'aborderai les points suivants dans mon intervention. La situation de nos forêts, succinctement car le diagnostic est largement connu, les effets du dérèglement sur l'amont et l'aval de la filière forestière, et enfin les principales pistes d'adaptation de la politique forestière proposées par le présent rapport. Avant d'aborder le fond du sujet, j'ai 2 remarques préliminaires. La première, pour commencer, il n'était pas évident pour notre mission de travailler alors que 3 rapports majeurs sont sortis en moins de 2 ans sur les forêts. Celui de la Cour des comptes, celui du Conseil économique, social et environnemental, et enfin celui de notre collègue Anne-Laure Cattelot, à la demande d'Édouard Philippe, Premier ministre. Je pourrais également citer de multiples rapports à caractère technique, issus également du corps d'inspection, que je mentionne plus loin.
Le rapport Catelot a d'ailleurs servi de base aux assises de la forêt qui se sont terminées il y a 13 mois et dont les préconisations sont progressivement mises en œuvre. Je n'ai pas non plus ignoré la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, adoptée en première lecture au Sénat après engagement de la procédure accélérée et dont l'examen débute en commission et en séance dans les prochains jours. Les articles 8 à 11 confortent les obligations légales de débroussaillement et l'article 35 aborde très succinctement le financement de la reconstitution de la forêt en le soumettant à des conditions de diversification des essences. Autant dire que l'espace pour notre mission était assez étroit, puisque ces différents travaux ont passé en revue tous les volets de la politique forestière française. Je précise que les Assises de la forêt ont pris en compte ce facteur et que le gouvernement a déjà engagé la rénovation de la politique forestière. Aussi, dans l'approche des auditions, comme dans la rédaction du rapport, je me suis tenue au mandat donné par le bureau de notre commission du développement durable, à savoir examiner en quoi le dérèglement climatique nécessitait d'infléchir la politique forestière. Deuxième remarque, il n'échappe à personne que la forêt hexagonale s'étend sur 17 millions d'hectares et celle des forêts d'outre-mer en comprend un peu plus de 8 millions, dont l'écrasante majorité en Guyane. Le rapport examine à plusieurs reprises les questions relatives à la Guyane, mais il s'est avéré que les problématiques n'étaient pas les mêmes sur l'Hexagone et sur ce territoire. En effet, la menace sur les forêts hexagonales est essentiellement due à la sécheresse et elle met en péril une importante filière industrielle en aval. Celle sur les forêts guyanaises obéit à d'autres raisons, à commencer par l'orpaillage clandestin. Les pouvoirs publics souhaitent avant tout préserver cette forêt unique pour son immense richesse biologique. Or, cette approche crée des frictions avec les élus qui souhaitent assurer le développement économique et social de leur territoire, dans lequel la question foncière est cruciale, ainsi qu'avec les populations autochtones et Bushi-Kondessamas, si je ne me trompe pas, qui ont des usages très anciens en forêt. C'est un sujet dont la mission a pu examiner toute la complexité lors d'une table ronde sur la forêt guyanaise. Nous sommes dans une gestion différente qui pose d'autres problèmes, notamment la manière dont le développement économique et social de la Guyane est envisagé. On retrouvera en revanche, pour les forêts de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, des problématiques similaires à celles de l'Hexagone, avec le risque d'incendie. Pour sa part, Mayotte a besoin d'un vigoureux plan de reboisement pour fixer les sols et retenir l'eau. Dans toutes ces îles, nous avons constaté que l'exploitation du bois alimente surtout le marché local. Je sais que notre collègue Jean-Victor Castor souhaiterait que le sujet de la forêt guyanaise soit approfondi. Il s'agit d'une question globale d'aménagement du territoire et je suggère donc à son groupe politique de demander au bureau de notre commission de constituer une mission d'information ou une mission flash au cours de la présente législature. Le message est envoyé à notre président. J'en viens donc à mon premier point sur l'état des forêts françaises. Je serai brève parce qu'il est connu. Le dérèglement climatique est désormais trop rapide pour permettre aux forêts de s'adapter, ce qu'elles ont fait tout au long du temps sur plusieurs millénaires. Nous connaissons les effets du dérèglement climatique. Élévation globale des températures, épisodes de canicule avec sécheresse de plus en plus inquiétantes, pluviométrie irrégulière, vents et tempêtes de plus en plus marqués. Le facteur principal d'affaiblissement des arbres, c'est la sécheresse. Elle les rend vulnérables à tous leurs ennemis, à commencer par les insectes et les champignons ravageurs. Elle majore le risque d'incendie. 2022 s'est caractérisé par les feux géants en Gironde, mais également par la montée des incendies en Bretagne, dans le Jura et en Haute-Savoie, où ils étaient rares auparavant. Cette sécheresse s'accentuera dans les prochaines années et durera tant que la politique de transition écologique n'aura pas produit suffisamment de résultats. Tant que des gaz à effet de serre seront émis en masse, nous vivrons ce dérèglement climatique. Il s'agit donc pour nos forêts d'un problème structurel et non conjoncturel, qui est inséparable d'autres politiques, à commencer par celle de la gestion de l'eau. Comme l'a montré l'une de nos tables rondes, les professions du monde agricole, forestier et agriculteur affrontent actuellement les mêmes problèmes. Nous sommes face à un enjeu important, la survie des forêts françaises. Pourtant, la quantification du problème ne fait pas l'unanimité. Certains avancent le chiffre d'1 tiers des forêts en danger, d'autres le contestent.
Mais gardons à l'esprit ce que nous a dit l'ONF en audition, à savoir que la moitié des forêts domaniales pourraient avoir changé d'aspect dans les décennies à venir. France Bois Forêt, pour sa part, nous indique que 25 à 30% de la forêt est dans une situation d'inconfort climatique et nous rappelle que la mortalité des arbres a augmenté de 50% ces dernières années par rapport à la décennie 2005-2015. Sans conteste, la situation est donc très préoccupante. Je poursuis sur un deuxième point, à savoir quels sont les effets de ce dérèglement climatique sur l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Une remarque en forme de constat pour introduire ce deuxième point. Il est attendu des forêts qu'elles soient à la fois un puits de carbone et qu'elles fournissent, pour réaliser une économie bas carbone, des matériaux renouvelables se substituant à des matériaux énergivores, notamment dans le domaine de la construction. De fait, la filière est placée devant un double défi. Éviter l'antagonisme entre le rôle écologique et la fonction productive de la forêt. Et le deuxième, s'adapter au dérèglement sans savoir de quelles essences elle disposera pour fournir à l'économie française du bois biosourcé. Brièvement, je souhaite vous faire partager les effets du dérèglement climatique sur la filière. Sur l'amont, c'est-à-dire la ressource. Perte de la capacité de la forêt à stocker le carbone. Or, la forêt est l'arme principale contre le dérèglement climatique. La forêt fixe 31 millions de tonnes de carbone annuellement. Elle a perdu en quelques années la moitié de ses capacités de stockage en raison du dépérissement des arbres. C'est l'ensemble de la politique climatique française qui peut être remise en question. Mise sur le marché de quantités de bois en excès, qui ont été coupées pour des raisons sanitaires, avec un effet négatif sur les cours, et enfin, mais surtout, fortes incertitudes sur les ressources futures. La filière ne sait pas de quelles ressources en bois elle disposera dans les décennies à venir. Sur l'aval, à savoir nos industries de transformation du bois. Risque sur la disponibilité en bois, puisque nous ne savons pas si les mises en plantation actuelles arriveront à maturité dans les prochaines décennies. Risque sur la quantité de bois disponible sur le marché, même si la récolte est stable depuis des décennies. Incertitude sur les essences de bois qui seront transformées, avec un partage à effectuer entre feuillus et résineux. Et enfin, risque de déstructuration d'une filière qui, d'un côté, travaille de grandes quantités de bois pour les marchés européens et mondiaux, et qui, de l'autre côté, doit s'efforcer de se développer localement en circuit court, notamment grâce aux perspectives ouvertes dans le secteur du BTP. J'en viens au troisième point. Quelle piste d'adaptation de la politique forestière ? Je parle d'adaptation et non d'une refonte totale, et il y a pour cela plusieurs raisons. Premièrement, la politique forestière française vient d'être relancée à la suite des assises de la forêt. S'y ajoute l'objectif du président de la République de planter 1 milliard d'arbres. Au-delà de ce chiffre, c'est une politique de massification de la forêt qui est lancée afin de restaurer l'effet puits carbone. Nous savons que de telles plantations ne suffisent pas et que la sécheresse de 2022 a altéré beaucoup de jeunes plants. Cependant, cette initiative porte une ambition politique réelle. Il est impératif qu'elle réussisse. Deuxièmement, la forêt est le domaine du temps long. Ce sont des expérimentations sur plusieurs années qui nous guideront pour la régénération des forêts françaises. En ce domaine, j'adopte la même attitude d'absolue modestie que les scientifiques que nous avons auditionnés. Ils ont des indices, quelques certitudes, mais font face à de nombreuses inconnues. Troisièmement, le dérèglement climatique est d'une telle ampleur dans ses effets que le fonctionnement des forêts françaises entre dans une période d'instabilité. Le pilotage de la politique forestière se fera par adaptation permanente, ce qui rendra sa conduite difficile. Ceci rappelé, voici les pistes préconisées par le rapport. S'agissant de l'état biologique des forêts, il faut intensifier les programmes de recherche qui permettent de cartographier les forêts françaises. Il s'agit d'avoir une vision claire et précise de l'état des forêts publiques et privées. Il s'agit aussi de donner un outil précis aux sapeurs-pompiers lorsqu'ils doivent pénétrer dans un massif. S'agissant de la sylviculture, le rapport propose d'intensifier également les programmes de recherche, mais ne tranche en aucun cas sur un mode de gestion. Ceux-ci sont en effet dépendants de considérations locales et de l'objectif qu'un propriétaire assigne à sa forêt. Il me semble néanmoins
que la futaie irrégulière est la mieux adaptée pour conserver à une forêt ses qualités biologiques, notamment la préservation des sols et la capacité à demeurer un milieu humide tout en lui conservant une rentabilité économique. Aussi, je préconise de majorer le crédit d'impôt pour les propriétaires qui se tournent vers la futaie irrégulière. À eux de voir s'ils veulent en bénéficier, s'ils considèrent que ce mode de gestion présente un intérêt pour l'avenir. En ce domaine, mieux vaut user d'incitation et de conviction que de réglementation qui, au demeurant, seraient inadaptées sur certains massifs. Un point doit être mis en avant. Les forêts sont des écosystèmes. Il ne s'agit pas uniquement de préserver des arbres, mais il faut également veiller au sol et à toute la chaîne du vivant, des micro-organismes aux grands animaux. En complément de la sylviculture, le rapport évoque la question de la régénération naturelle et de la migration assistée des essences qui suscite un léger clivage au sein des scientifiques. Il est clair que la régénération naturelle va demeurer statistiquement le principal mode de renouvellement des forêts, avec donc une inconnue portant sur la capacité des essences à s'adapter génétiquement. Nous ne pouvons sur ce point que nous en remettre à la science et à la prudence. L'ONF, comme d'autres organismes de recherche, conduisent des expériences dont il faut encore attendre les résultats. En tant que rapporteur, j'approuve la démarche du gouvernement qui consiste à soutenir un vigoureux programme de recherche. Je suis nettement plus réservée, à l'instar des scientifiques, sur le fait de procéder à des coupes non sanitaires d'essences pour les remplacer par des essences dites d'avenir. J'y reviendrai. S'agissant de la protection des forêts, je propose de faciliter l'accès des experts forestiers au cadastre quand ils constatent le dépérissement de parcelles afin d'en alerter rapidement les propriétaires de parcelles voisines. Quant aux incendies de forêt, plusieurs initiatives ont vu le jour. Nous avons à notre programme de travail la proposition de loi du Sénat, dont Anthony Brosse est rapporteur pour notre commission, tandis que pour ma part, j'assurerai la même fonction en commission des affaires économiques. Nous verrons si nous pouvons intégrer dans ce texte, par voie d'amendement, certaines propositions du rapport. Par ailleurs, le gouvernement vient de lancer une campagne pour mieux faire appliquer les obligations légales de débroussaillement, dont acte, car la législation est mal respectée, voire méconnue, de nombreux maires, comme l'ont montré nos auditions. Autre initiative que j'appelais de mes vœux depuis longtemps, le gouvernement a annoncé le 11 avril le renforcement des moyens anti-incendie sur l'ensemble du territoire et non plus uniquement dans le sud-ouest, le sud-est et le sud-ouest de la France. C'est une initiative qu'il faut saluer afin de renforcer les moyens de combattre les feux dans les 10 minutes qui suivent leur départ. Mais surtout, parallèlement à des préconisations techniques comme des zones de pare-feu ou la densité d'arbres plantés le long des routes, il faut institutionnaliser la concertation entre l'ensemble des personnes vivant sur un massif afin de développer une sylviculture préventive adaptée à chaque territoire. C'est une préconisation que l'on retrouve dans les travaux du Sénat et de l'Assemblée des départements de France. Elle est également proposée par plusieurs chambres d'agriculture ainsi que par le CNPF et le CRPF de Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi insister sur la sylviculture préventive ? C'est en raison d'un chiffre sur un seul département. Les services d'incendie et de secours de la Gironde ont circonscrit, lors de l'été 2022, 460 départs de feu. Il s'agit donc d'un succès indéniable à mettre au crédit de l'organisation de nos services d'incendie. Mais malheureusement, quelques feux sont passés au travers, donnant ainsi lieu au désastre d'Ostens, de Landiras et de la Thèse de Buch. La sylviculture préventive doit nous permettre de contenir l'extension des feux pour qu'ils soient combattus plus facilement. Elle doit également permettre de réfléchir aux problèmes des habitations en lisière des forêts, aux zones tampons, à l'animation économique des forêts, bref, elle est liée à l'aménagement de nos territoires. J'en viens aux questions relatives à la filière aval. Le rapport Catelot et les assises de la forêt ont largement évoqué les problèmes d'articulation des différents maillons de cette filière. Au-delà du fractionnement de la chaîne de valeur, se pose la question de la compétitivité globale de la filière bois. Il faut davantage d'innovation, d'investissement et de technologie, passant principalement par l'industrie en ce qui concerne les marchés de volume qui sont européens et mondiaux.
Dans cette optique, la promotion des circuits les plus courts n'apparaît pas forcément comme la plus pertinente pour développer un outil industriel compétitif dans un marché international. Ceci explique, entre autres, la disparition des petites scieries. En revanche, un autre point apparaît. La forêt française se caractérise par la diversité de ses essences et la prédominance des feuillus insuffisamment mis en valeur. L'objectif de développement territorial valorisant les ressources locales doit devenir la priorité. La complémentarité entre les marchés de volume plutôt industriels et globaux et les marchés locaux plus diversifiés est donc à défendre. Les deux volets peuvent être innovants et à forte valeur ajoutée. Ils passent notamment par la contractualisation avec le BTP, susceptible d'offrir de nouveaux débouchés au bois. Le rapport n'émet pas de proposition particulière sur ce point parce qu'on ne monte pas une filière industrielle juste par un effet d'annonce. Cela prend du temps, comme le montre le programme Territoire d'industrie ou les contrats de filière sous l'égide du Conseil national de l'industrie. Mais c'est bien vers cette direction que la filière bois doit se diriger. Le rapport propose néanmoins quelques pistes pour accompagner la filière dans cette démarche, et notamment fiscale. Il préconise surtout un redéploiement des aides vers la valorisation du bois, vers les formes de valorisation du bois, et la diminution des aides consacrées au bois énergie. Il ne s'agit pas de porter atteinte à ce secteur important de l'économie, mais il ne faut pas le soutenir outre mesure. Compte tenu de l'importance des forêts pour maintenir un puits carbone, on ne doit en aucun cas planter des arbres dont la destination principale serait d'être brûlés. Si l'on doit affirmer des priorités dans l'usage du bois, donnons priorité au bois construction et au bois industrie, et seules les parties non exploitables doivent servir de ressources au bois énergie. Sinon, nous sommes devant une aberration écologique. J'en arrive à une question à la fois économique et sociétale, liée à la structure de la propriété forestière en France, portant sur les droits et les devoirs des propriétaires privés et sur la manière de les engager pour qu'ils adaptent leurs forêts au dérèglement climatique que nous vivons. Je rappelle que la propriété forestière se répartit dans l'Hexagone à hauteur de 9% pour les forêts domaniales de l'État, 16% pour celles des collectivités territoriales et de divers établissements publics et 75% pour les propriétés privées forestières. En Outre-mer, la forêt est principalement domaniale, sauf en Martinique. Au sein de la forêt privée, nous comptons 3,3 millions de propriétaires qui gèrent 12,6 millions d'hectares. Or, si les forêts domaniales disposent toutes de plans de gestion durables, seuls 3,4 millions d'hectares de forêts privées sont sous plan de gestion. 9 millions donc ne le sont pas, et d'après l'Institut national de l'information géographique et forestière, 6 millions ne donnent aucun signe de gestion. Ce problème est évoqué depuis plus de 40 ans sans trouver de solution. Pourtant, l'enjeu est considérable. Il s'agit de faire comprendre aux petits propriétaires qu'ils doivent entretenir et valoriser leur patrimoine, conformément à la logique de multifonctionnalité des forêts qui fonde le Code forestier. Je préconise 2 solutions. Abaisser de 25 à 20 hectares le seuil à partir duquel il est obligatoire pour un propriétaire de se doter d'un plan CEP de gestion. Cette mesure permettrait d'intégrer 500 000 hectares de plus de forêts gérées durablement, ce qu'ont fait également nos collègues sénateurs dans la PPL à venir. Et deuxième solution, expérimenter une gestion par massif des ressources forestières dans la ligne proposée par la Fédération nationale des communes forestières. De telles formes existent déjà, par exemple au sein des parcs naturels régionaux, mais il faudrait les amplifier. Plutôt que de légiférer sans référence, je souhaite que soit expérimentée une gestion collective à l'échelle d'un territoire. L'objectif politique de ces propositions est simple. Face au dérèglement climatique, nul ne peut rester passif. Or, la division excessive de la propriété forestière en France nuit à la protection de la forêt comme à sa valorisation, tant biologique qu'économique. Il nous faut accompagner sur ce point les efforts du Centre national de la propriété forestière. Je souhaite évoquer un point d'attention. Le ministère de la Transition écologique nous a informé qu'il réfléchissait à la refonte des documents de gestion durable. Ces documents ne sont pas forcément, en effet, adaptés aux enjeux du dérèglement climatique. Leur application n'est pas bien surveillée
et il mériterait sans doute d'être révisé en cours d'exécution. Cela me fait dire que la gestion des forêts privées évoluera dans les prochains mois. Dernier sujet sur lequel j'émets une proposition, celui des coupes rases. Il s'agit du clivage le plus important en politique forestière. Mais ramenons-le toutefois à ses justes proportions, à savoir qu'il s'agit d'une pratique certes non marginale, mais néanmoins minoritaire. Sur la décennie 1980, 67 900 hectares par an auraient fait l'objet de coupes rases, soit 0,5% de la superficie forestière totale. Ce chiffre a varié plus ou moins de 6 000 hectares par an dans la décennie 2010. Et la forêt publique n'y recourt que rarement. Attention toutefois à un point d'alerte de l'ONF qui nous indique que les coupes rases pourraient augmenter dans les prochaines années pour des raisons sanitaires. Ce problème est éminemment sociétal parce que ces coupes bouleversent les paysages sans l'accord des élus locaux et des citoyens. Biologiquement, les scientifiques les considèrent comme une hérésie puisqu'elles portent atteinte au sol et aux habitats naturels. La coupe rase, accompagnée d'un dessouchage, est une double atteinte à l'écosystème forestier. La crainte est apparue avec le plan de relance qu'il y soit procédé pour toucher ensuite des subventions à la plantation d'essences adaptées au changement climatique ou à croissance rapide. Nous avons interrogé le ministre de l'Agriculture sur ce point qui nous a indiqué ne pas avoir de remontée de terrain. La solution aux coupes rases réside dans une question. De quel état initial de la forêt part-on ? Les coupes sont en effet liées à l'histoire des massifs et elles sont courantes en cas de monoculture. C'est donc de ce type de culture qu'il faut remettre en question, ce que le MTE commence à faire en accordant de subventions qu'aux plantations plus diversifiées. À mon sens, la futée irrégulière combinée à la variété des essences constitue la meilleure réponse préventive aux coupes rases. Néanmoins, compte tenu de la sensibilité du sujet, je propose de soumettre à autorisation préfectorale toute coupe de 2 hectares et plus, avec avis préalable du Centre national de la propriété forestière pour les forêts privées. La question ne se pose pas pour les forêts publiques, puisque l'ONF y recourt très peu. Cela dit, il est indispensable de tenir compte de la nature des sols, notamment sur la forêt d'exploitation des Landes de Gascogne, qui abrite essentiellement des pins maritimes. Il est tout aussi pertinent d'éviter le dessouchage après les coupes afin de ne pas provoquer une destruction profonde des sols, pour conséquence le relargage du carbone. Aussi, pour éviter les abus, je propose de nous servir de la procédure applicable aux coupes qui font l'objet d'une déclaration de chantier. Il s'agirait de donner pouvoir aux maires, s'ils le souhaitent, de demander au CNPF ou au CRPF de procéder à un diagnostic de dépérissement pour raisons sanitaires ou de maturité pour raisons économiques prévues dans le plan de gestion. En cas d'avis négatif, la coupe ne pourrait être effectuée. Ce mécanisme introduit les élus locaux dans la procédure afin qu'ils puissent réagir préventivement à d'éventuels abus. Pour finir sur une note plus légère mais qui a du sens, je vous propose d'instaurer tous les ans la fête de la forêt le 21 mars à l'occasion de la Journée internationale des forêts sous l'égide des Nations Unies. Un temps pédagogique, ludique et festif à partager, en tout cas je l'espère. Tels sont je vois que ça suscite un enthousiasme incroyable. Telles sont, mes chers collègues, quelques-unes des 37 propositions du rapport. Encore une fois, il s'agit d'accompagner l'adaptation plutôt que de proférer des mesures radicales dans un milieu complexe, sensible, où la mesure du temps va bien au-delà de la vie humaine. Nous avons côtoyé au cours de ces 6 mois la richesse humaine des forestiers. Tous sont passionnés et j'espère que le rapport de notre mission pourra les accompagner dans le combat difficile qu'ils mènent actuellement pour protéger et sauvegarder nos forêts. Avant de vous donner la parole, je souhaite, au nom de la mission, remercier nos administrateurs, M. Frédéric Taillé, son collègue M. Nicolas Dufresne, et celles et ceux qui, à leur côté, nous ont permis de travailler dans d'excellentes conditions. Merci. Merci Madame la rapporteure, Madame la Présidente. Merci pour
vos propos. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, au nom du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier, Madame Catherine Couturier, présidente, et Madame Sophie Panonac, le rapporteur, ainsi que les membres de la mission, pour la qualité de votre travail, précieux pour notre commission, précieux pour notre pays et ses habitants. En effet, l'histoire de l'humanité est liée aux arbres, nous en descendons. Nous les avons utilisés pour faire du feu, ils nous protègent, nous abritent, nous aident à nous soigner et nous offrent de multiples services. Or, les canicules, et plus particulièrement l'ampleur exceptionnelle des feux de forêt en 2022, nous ont remis brutalement face à la rude réalité et à l'urgence de sauvegarder ce patrimoine confronté à de graves problèmes. En effet, le changement climatique fragilise ou menace 30% des forêts selon l'ONF. Le stress hydrique favorise la multiplication des nuisibles et des maladies qui progressent inexorablement. La région Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté figurent parmi les plus touchées alors qu'elles étaient jusque-là épargnées. C'est ainsi que le Jura, par exemple, a vu cet été 1200 hectares de ses forêts réduites en cendres. Aucun secteur naturel, sauf les océans, n'est à la fois un puits de carbone et une source de matières premières. Aucun n'est placé devant le défi que doit relever la forêt, assurer un équilibre environnemental vital tout en étant un acteur économique. C'est toute la difficulté que relève votre rapport, qui est par ailleurs riche en propositions. Réorientation des aides publiques, nouvelle gestion des milieux forestiers, renforcement des effectifs de l'ONF, résilience des massifs forestiers face au risque d'incendie. Notre majorité s'est aussi saisie de la proposition de loi du Sénat visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Et nous souhaitons pouvoir avancer rapidement sur ces sujets. Vous le soulignez, il y a beaucoup d'actions entreprises, Merci. 1 milliard d'arbres plantés en 10 ans. Excusez-moi. Mais comme vous l'avez dit, sachant que les propriétaires forestiers privés détiennent 75% de la forêt française, sachant que la temporalité se mesure en décennies, voire en siècles, pouvons-nous être en mesure de relever ces défis malgré toutes les mesures qui sont déjà prises? Merci, Vous cher n'avez pas parlé de collègue. l'affouage, qui est une... Merci, chers collègues. Merci pour cette question. Forcément, je laisserai un peu plus de temps aux collègues si ils souhaitent utiliser plus de 2 minutes. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Antoine Villedieu. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues. L'avenir des forêts françaises est un enjeu économique et écologique majeur. D'ailleurs, dans mon département de la Haute-Saône, les forêts recouvrent près de la moitié du territoire. Ce rapport met en évidence des propositions de bon sens, comme celle qui aborde le sujet du trafic de bois, qui est un réel fléau pour les forêts françaises et qui bénéficie majoritairement à la Chine. Jusqu'alors, l'État et l'Union européenne ont trop longtemps fermé les yeux face au pillage de nos forêts. L'approche faite sur la gestion privée des forêts est en revanche contestable. On y reconnaît bien là la plume de la NUPES qui cherche à démontrer que l'intérêt général écologique est incompatible avec la gestion privée. Dès lors, nous rejoignons le combat historique de l'extrême gauche, le dogme stalinien du collectivisme. C'est ainsi qu'au milieu de propositions majoritairement de bon sens, nous retrouvons des propositions totalement idéologiques, par exemple en cherchant à étendre le droit de préemption des collectivités et de l'État pour débarrasser nos forêts des propriétaires privés qui, à l'heure d'aujourd'hui, en possèdent 75%. Comme cette proposition qui vise à conditionner les coupes continues de plus de 2 hectares à une autorisation préfectorale après avis du CNPF. Dans un pays où l'administratif est d'une lourdeur insoutenable, hormis la volonté assumée de mettre un frein aux coupes privées, cela n'a aucun intérêt, ni financier, ni écologique. Aujourd'hui, et après la casse subie par les coupes budgétaires, le secteur public n'a plus la capacité pour gérer seul et durablement l'ensemble des massifs forestiers. L'Office national des forêts, et malgré l'étendue de leur professionnalisme, pâtit d'importantes lourdeurs administratives et sera forcément limité dans sa capacité à gérer durablement un ensemble forestier trop vaste. La gestion forestière est pour nous, élus du Rassemblement national, un enjeu majeur. C'est la raison pour laquelle vous trouverez toujours notre soutien dès lors que les propositions iront dans le sens de l'intérêt collectif, mais nous serons toujours un rempart lorsque l'écologie sera utilisée comme instrument pour assouvir la soif d'idéologie de certains parlementaires. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Manon Meunier.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer le travail réalisé par Madame la Présidente Couturier, Madame la Rapporteure Panonacle, ainsi que les administrateurs de la Commission. Le sujet si important de la forêt et de sa gestion est enfin abordé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et nous pouvons nous en féliciter. Mais aujourd'hui, selon les préconisations des scientifiques pour la préservation du vivant et donc pour la conservation d'une planète habitable pour l'homme, nous devrions être en train de passer la 6e vitesse de l'action. Or, aujourd'hui, nous sommes en marche arrière en plein milieu de l'autoroute. Alors, premier point central, oui, la diversité est importante dans une forêt. Elle est même centrale pour sa résilience aux aléas climatiques, aux incendies, au déclin du vivant. Mais arrêtez de transposer cette idée partout. La diversité pour le vivant, oui. La diversité des modèles de gestion vendus par votre gouvernement à toutes les sauces, non. Si un modèle de gestion n'est pas résilient, il ne doit simplement pas faire partie des modes de gestion retenus. Il faut cesser d'utiliser la diversité comme excuse pour garder des modes de gestion non durables, comme la monoculture sylvicole par exemple. Nous n'allons pas arrêter, certes, la monoculture du jour au lendemain, évidemment. Il nous faut accompagner les filières. Une grande planification nationale est donc nécessaire pour accompagner la conversion vers la sylviculture irrégulière, c'est-à-dire avec de nombreuses essences d'arbres et différentes selon les régions. Deuxième point central, la coupe rase, qui consiste à raser toute une parcelle d'un coup, est une catastrophe pour les écosystèmes et pour nos paysages. Il est temps de mettre en cohérence les grandes annonces présidentielles avec les actions. Emmanuel Macron nous a dit « La France protège déjà 30% de ses surfaces terrestres ». Dans ces 30%, Emmanuel Macron comptabilise les parcs naturels régionaux, dont certains incluent de grandes surfaces forestières. C'est très bien. Les PNR sont de très bons espaces à protéger. Mais le travail est aujourd'hui loin d'être fini concernant la protection du vivant dans ces espaces, et notamment, ces coupes rases n'y sont même pas interdites. Alors même que c'est une revendication de la part de ces parcs. Alors osons le dire clairement pour ce rapport. Emmanuel Macron proclame que la biodiversité est protégée sur 30% de notre territoire. Faisons-le et interdisons les coupes rases dans les parcs naturels régionaux. J'espère que la proposition de loi transpartisane proposée par Madame Couturier nous permettra d'y parvenir et je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Pierre Vatan. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, tout d'abord, nous voudrions vous remercier pour la qualité de ce rapport, extrêmement attendu, et les nombreuses idées reçues qu'il fait tomber à propos de nos forêts. La première, c'est que la superficie de la forêt française ne recule pas. Elle a même doublé depuis 1850, et nous gagnons chaque année l'équivalent de 5 forêts de Compiègne, soit 75 000 hectares. Évidemment, je parle de ma circonscription d'abord. Mais les terribles incendies de l'été dernier, où les pompiers étaient parfois davantage accaparés à protéger les habitations qu'à réellement combattre le feu, doivent nous inciter à reprendre en main la forêt en repensant sur le temps long, en accompagnant notre filière bois et forêt qui représente plus de 400 000 emplois. Cependant, le paradoxe de la forêt et du bois réside dans le fait que nous n'utilisons que 50 à 60% de l'accroissement naturel de nos forêts pour satisfaire les besoins de l'économie. Si la demande est essentiellement friande de résineux, notre parc forestier est composé aux 2/3 de feuillus. La France doit redéfinir son modèle économique et lutter contre la désindustrialisation de notre appareil productif qui, aujourd'hui, nous conduit à l'aberration d'exporter en Chine pour faire revenir le bois ensuite, tout ça parce que nous ne sommes pas capables de le transformer en France. Mais tous ces volets sont progressivement supplantés par la question de l'adaptation de la forêt au changement climatique. La première cause de mortalité des arbres, avant la sécheresse ou les incendies, c'est la maladie. De même, ce n'est pas tant le changement climatique qui fait mal aux forêts, que les chocs extrêmes comme les pics de chaleur ou les déficits d'humidité, tels que ceux vécus en 2022. Le dépérissement dû aux sécheresses va affecter 30% de nos bois et changer le visage de la moitié de nos forêts d'ici 2050. Notre politique de gestion forestière va donc devoir évoluer. Il faudra sûrement remettre en question le morcellement excessif de la propriété, éclaté entre de trop nombreuses petites parcelles privées, ne plus replanter à l'identique mais réfléchir à diversifier les essences, ne plus faire de l'exploitation du bois un tabou, et mieux accompagner nos forestiers publics comme privés. Enfin, le groupe LR se félicite que le bureau de l'Assemblée nationale ait mis à l'ordre du jour la PPL du Sénat sur le risque incendie, qui permettra de défricher ces enjeux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Aude Luquet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Espace de biodiversité, puits de carbone et ressources essentielles, les forêts sont plus que jamais
indispensables à notre quotidien. Incendies, sécheresses, parasites sont autant de menaces pour des arbres qui ne parviennent plus à s'adapter à des changements qui s'accélèrent et des pressions qui se multiplient. Si la plantation d'arbres nouveaux est pertinente dans certaines situations pour enrichir la forêt ou faire face à des dégradations telles que les incendies, il convient avant tout de permettre à nos forêts de se régénérer, croître et s'étendre naturellement. En effet, il ne suffit pas de planter des arbres pour en faire une forêt. Comme vous le rappelez dans votre rapport, la forêt est le domaine du temps long. Planter aujourd'hui, c'est faire la forêt des générations futures. Aujourd'hui, l'enjeu est donc bien de préserver l'existant en sortant du seul prisme économique. Protéger notre forêt, c'est donc d'abord la connaître. Avoir des projections fines, climatiques par région, une cartographie fidèle de nos forêts seront des atouts majeurs. Nous devons mettre les moyens sur les nouveaux outils et instruments tels que le LIDAR ou l'intelligence artificielle qui nous laissent entrevoir des progrès considérables dans la connaissance comme dans la prédiction. Quel est votre avis sur la place et les moyens à dédier à ces nouvelles technologies ? Protéger notre forêt, c'est aussi mobiliser tous les acteurs en conciliant intérêts publics et privés. Vous l'avez dit, la situation est assez unique. La situation de notre forêt est assez unique dans le monde puisque 75% de cette forêt est détenue par des propriétaires privés. Cela impose de favoriser davantage la concertation et le partage des bonnes pratiques pour renforcer la gestion durable. Il s'agit également de donner les moyens nécessaires à l'ONF pour assurer son rôle central. Rapporteur du programme Paysage, Eau et Biodiversité du dernier PLF, j'avais regretté la suppression d'effectifs alors qu'il nous faudrait au contraire les stabiliser, voire les renforcer. J'avais également relayé la nécessité de créer une nouvelle mission d'intérêt général pour permettre à l'ONF d'assumer son rôle dans le renouvellement des peuplements forestiers. Les besoins s'élevant à près de 40 millions d'euros supplémentaires par an. Député d'une circonscription contenant une partie de la forêt de Fontainebleau, nous savons que la forêt a un rôle non négligeable dans l'attractivité, notamment touristique, de nos territoires. Les collectivités territoriales ont donc un rôle majeur également à assumer, mais n'en ont pas toujours les moyens ou les connaissances. Quelle place et quels moyens pour ces collectivités dans la préservation des milieux forestiers ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la rapporteure et Madame la Présidente pour avoir conduit donc, cette mission importante pour notre commission. La recrudescence inédite des incendies de l'été 2022 et la sortie du dernier rapport du GIEC nous obligent à faire une nouvelle analyse de nos pratiques et à penser aux choix à faire pour l'avenir. Le diagnostic est partagé par tous. La forêt qui recouvre presque un tiers du territoire français joue un rôle de poumon essentiel à notre écosystème, mais il est malade. De plus, il doit faire face à la menace des accidents climatiques qui, on le sait, vont s'amplifier. Même si les scientifiques et les experts du milieu forestier expriment quelques incertitudes sur les méthodes d'adaptation, ils nous rappellent quelques principes majeurs. La résilience de la forêt réside dans la diversité des espèces et dans la pratique d'une sylviculture irrégulière. Il n'est plus possible de penser la gestion forestière sous le seul prisme de la rentabilité à court terme qui se traduit essentiellement par monoculture et coupe rase. La forêt doit être le sujet de toute l'attention humaine pour prévenir les risques, lui permettre de retrouver sa santé, sa capacité de stockage carbone et de production de bois correctement hiérarchisée. Pour cela, il faut respecter sa multifonctionnalité. Sa valeur économique prendra alors tout son sens. Il y a urgence à agir. Je vais me concentrer sur 2 points. Un quart des surfaces forestières sont du domaine public. Ce bien commun doit être protégé. Nous pouvons maîtriser sa gestion et devons être exemplaires. Ces forêts permettent de constituer des espaces d'expérimentation dont les résultats doivent nous guider dans les choix d'adaptation les plus pertinents face au changement climatique. Nous le redisons, l'impératif est de renforcer les effectifs de l'ONF. 3/4 des surfaces forestières sont du domaine privé. Le rapport signale un nombre important de parcelles non entretenues et méconnues de leurs propriétaires. La proposition d'une cartographie devrait faciliter une mise en gestion collective. Les parcelles de plus de 24 hectares répondent à un plan simple de gestion. Il est proposé d'abaisser le seuil à 20 hectares et d'introduire de nouveaux volets concernant la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Je poserai juste une question. Ne pensez-vous pas qu'on doive être plus exigeant pour le domaine privé, et quand l'enjeu dont nous parlons est celui de la survie de l'humanité, il me semble que la force publique doit reprendre toute sa place pour le bien de tous. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiebaud. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Couturier et Madame la rapporteure Sophie Panonac, mes chers collègues. Tout d'abord, merci pour le travail
effectué durant ces 8 derniers mois. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, l'ensemble des collègues qui ont participé, ainsi que les administrateurs qui vous ont accompagné pour cette mission. Il est vrai qu'aujourd'hui, la forêt doit faire face à plusieurs enjeux. Déjà, un enjeu court terme sur la problématique des incendies sur lequel nous avons travaillé, il y a la problématique de plantation, et nous allons travailler effectivement ce texte de loi qui nous est proposé par le Sénat, et ensuite la problématique des enjeux à long terme, comme vous l'avez très bien évoqué, avec des enjeux multifonctionnels, puisque la forêt doit être aussi un havre de développement, de préservation de la biodiversité, doit permettre de répondre aux enjeux climatiques, mais doit aussi nous permettre aussi de profiter de ressources biosourcées dont nous avons besoin. Je salue le travail que nous avons mené aussi dans le cadre de la loi Elan. De nombreux rapports ont été faits, des choses ont déjà été faites dans le précédent mandat, si vous me permettez de le rappeler à certains collègues, donc ce n'est pas la première fois que nous parlons de forêt à l'Assemblée nationale. Toutefois, je souligne que dans ce rapport, je vous remercie parce qu'il est bien loin des clichés et qu'il est de manière objective et pragmatique. Il est vrai, on parle beaucoup, vous avez parlé des coupes rases, des fois elles sont légitimes en fonction des spécificités territoriales, des systèmes de plantation. Des fois, effectivement, il faut qu'on puisse privilégier des systèmes à prélèvement, mais ça doit se faire dans le long terme. Toutefois, je préfère m'attarder sur le sujet de la gestion. Effectivement, vous l'avez évoqué, dans le rapport, vous avez fait de nombreuses propositions, le droit de péremption des collectivités territoriales, des plans de gestion collectifs par massif forestier, de nombreuses propositions qui vont dans le bon sens. Toutefois, la difficulté que nous aurons, et j'aurais voulu vous entendre sur ce sujet, c'est que 25% seulement de la forêt française est publique, contre notamment 50% en Angleterre, 40 à 60% en Allemagne en fonction des Länder et de l'État fédéral, d'où comment l'État doit pouvoir s'assurer de la bonne mise en œuvre de cette politique forestière, surtout qu'en plus, sur les 17 millions d'hectares que nous avons en forêt, seuls 9 millions ne font pas l'objet de plans de gestion. Donc toute la difficulté, effectivement, pour mettre en œuvre ces bonnes propositions et continuer les plans d'action qui ont déjà été menés. Donc avec le groupe Horizon, nous soutenons bien sûr ce rapport et nous vous félicitons pour ce travail et nous serons à vos côtés pour répondre à ces enjeux auxquels doit faire face la forêt. Merci à vous. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. D'abord, merci pour la qualité de ce rapport et le travail fourni pour le produire. Le changement climatique fragilise et menace nos forêts du fait d'épisodes de chaleur extrême et de sécheresse de plus en plus intenses qui augmentent les risques d'incendie. Nous nous rappelons que trop bien des feux ravageurs de l'été 2022 avec 66 000 hectares calcinés et 291 feux au total. Nous voyons déjà ce qui se profile en ce printemps sans eau, alors que mai commence tout juste. Déjà 207 incendies ont été enregistrés en 2023. Protéger nos forêts devrait être notre cap. Pourtant, la gestion actuelle de la forêt française ne permet pas d'être à la hauteur de ces incendies. La sylviculture intensive et en monoculture se développe, allant de pair avec les coupes rases. Comme vous l'avez aussi fait, c'est sur ce point que j'insisterai. En effet, plutôt que de miser sur la diversification et le renforcement de la résilience des écosystèmes, nous privilégions toujours le productivisme et un renouvellement des forêts par des plantations en monoculture. On veut imposer des enjeux financiers sur un écosystème, nous disent les syndicats de l'ONF. Le mot d'ordre, planter, couper, vendre et replanter. Le ministre Christophe Béchu affirmait l'été dernier que la priorité était de ne plus financer les coupes rases, une pratique qui dégrade les sols et menace ces puits de carbone si essentiels. En 2019, le Haut Conseil pour le climat tirait aussi la sonnette d'alarme au moment où nous n'en avons jamais eu autant besoin. Les puits de carbone que forment les forêts françaises sont en baisse depuis 2 ans. Un changement de modèle est essentiel. Les scientifiques et experts interrogés dans le cadre de notre mission l'attestent. Une mesure phare serait ainsi de réellement encadrer les coupes rases au-delà de certains seuils, en fonction des différents types de peuplement. Car actuellement, aucun seuil de surface maximale de coupe rase n'est défini dans la loi. Le rapport de la mission fixe un seuil de 2 hectares, mais il ne s'agit pas d'un seuil d'interdiction. Suite à cette mission, il en va de notre responsabilité, à nous législateurs, de poser les cadres de notre empreinte sur le vivant et nos forêts, sur vos recommandations. Nous n'avons d'autre choix que de faire passer la protection des forêts et du vivant dans leur ensemble avant les intérêts économiques court-termistes de certains. Chers collègues, nous avons l'opportunité d'offrir autre chose que des forêts calcinées aux futures générations. Faisons-en une priorité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je cherchais juste la feuille des intervenants pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. La parole est à Jean-Victor Castor. Oui, bonsoir tout le monde. Merci à la présidente, Madame Couturier, à Madame Panonac, la rapporteure, pour le travail fourni, même si vous m'avez réveillé des fois à 5h ou 4h du mat en Guyane. Bon, c'était pour un sourire, mais moi, j'apprécie le fait que les débats se sont bien déroulés. Et puis,
Dès le départ, vous avez compris que ma préoccupation en tant que député de la Guyane, c'était la forêt guyanaise, et qu'en tout état de cause, de par sa dimension, de par les milliers d'espèces, de par sa situation géographique, qu'on ne pouvait pas aborder les problématiques de la même façon. Et j'insiste au sein de la commission, Monsieur le Président, on en a parlé, j'ai eu un entretien avec vous, de la nécessité, l'urgente nécessité qu'on puisse traiter les problématiques de la Guyane de façon vraiment particulière et singulière. Vous avez parlé de l'orpaillage illégal. Le 6 de ce mois, du mois d'avril, j'ai participé à une réunion en préfecture avec les orpailleurs légaux. À cette réunion, bien sûr, il y avait le préfet, il y avait donc l'OFB, l'ONF, enfin tous les services, toutes les administrations déconcentrées de l'État. Et à la grande stupéfaction des élus guyanais, il a été dit, bien sûr, il y avait les représentants donc, des services, les officiers de l'armée qui étaient présents et qui s'occupent de la LCOI, de la lutte contre l'orpaillage illégal. À notre grande stupéfaction, nous avons entendu dire que la nouvelle doctrine, c'était de ne pas éradiquer, parce qu'on n'était pas en capacité d'éradiquer l'orpaillage illégal, mais de contenir l'orpaillage illégal. Il faut savoir que ça dure depuis plus de 30 ans, que les chiffres officiellement donnés lors de cette réunion, c'est 10,5 tonnes d'or qui partent chaque année, c'est-à-dire presque l'équivalent du budget de la collectivité territoriale de Guyane, avec une pollution au mercure. Donc je tiens à dire ici, solennellement, que c'est inadmissible et inacceptable. Ce n'est pas le lieu, mais on ne peut pas parler de protection de la forêt et d'accepter d'entendre qu'on ne sait pas éradiquer et qu'on va contenir. C'est vrai que les forces armées interviennent, c'est vrai qu'il y a eu des drames et que malheureusement il y en aura d'autres. Vous savez que la ruée vers l'or, dès qu'on parle d'or, c'est comme pour le pétrole, tout le monde veut venir et vous n'allez jamais l'empêcher si vous ne permettez pas à ce territoire de se développer et d'avoir une activité qui soit une activité légale. Parce que la nature, par définition, est la horreur du vide. Et je rappelle que la population de la Guyane est de 300 000 habitants aujourd'hui et qu'on passera en 2040, selon les chiffres INSEE, à 570 000 habitants. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Et moi, je tiens à alerter l'ensemble des collègues ici présents. Bien sûr, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement, mais de faire en sorte qu'on puisse faire remonter que ce n'est pas acceptable. Et c'est la même position qui est tenue concernant la pêche illégale. C'est la même posture, c'est-à-dire on contient, on ne peut pas éradiquer. Donc la forêt de guyanaise, de toute façon, aujourd'hui, elle est en déperdition. Merci. Avec la pollution au mercure qui aussi intoxique les populations le long des fleuves. Merci, chers collègues, et je confirme effectivement que nous sommes vus le 28 mars, si je ne m'abuse, et nous avions effectivement échangé sur l'ensemble de ces problématiques, ainsi que la possibilité de travailler une délégation de la commission pour se rendre directement sur place. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Félicitations pour la qualité de votre rapport, mais vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Par le passé, on a eu un peu trop tendance à planter n'importe quoi, n'importe où, disposant certaines espèces sous des climats ou des sols qui n'étaient pas du tout adaptés. Alors quels sont aujourd'hui les types de forêts sur notre territoire les plus impactés par le changement climatique et importe-t-on aujourd'hui de nouvelles essences de l'étranger, dans quelles proportions et quelles sont-elles exactement ? Alors certains préconisent une sylviculture non interventionniste, laissant développer elle-même les essences indigènes. Laisser la nature faire le travail et développer ses propres résistances en fonction des nouveaux aléas climatiques, selon vous, est-ce une bonne solution ? Les 3/4 de nos forêts étant privées en métropole, comment leurs propriétaires ont-ils accès aux données et préconisations scientifiques pour mener cette nécessaire adaptation sylvicole ? Tous les acteurs concernés travaillent-ils suffisamment la main dans la main pour trouver des solutions pour sauver nos forêts ? Le cas échéant, à quels obstacles se heurtent-ils pour le faire ? Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement avait prévu de mobiliser 200 millions d'euros pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Comment cela a-t-il mis en œuvre précisément ? Comment cette aide a-t-elle été répartie entre forêts publiques et forêts privées ? Je pose beaucoup de questions. Dispose-t-on au niveau européen d'exemples particulièrement vertueux en matière de nouvelle gestion des forêts et de régénération, de replantation ? Alors, autre grand challenge en parallèle du sauvetage de la forêt, concilier celui avec l'économie qui tourne autour du bois. Comment concilier les intérêts des deux ?
En effet, les associations redoutent notamment que l'industrialisation du bois et la gestion à court terme des forêts sapent toute possibilité de sauver nos forêts. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. 2 minutes. Bravo, chers collègues. Merci pour les orateurs. Vous avez compris qu'on a laissé un peu de temps pour que chacun puisse s'exprimer. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, je vous laisse le soin de répondre à nos orateurs et nous avons d'ores et déjà une petite dizaine de questions. Alors, Madame la Présidente, donc je vais essayer de répondre à l'ensemble de mes collègues. Madame Brulebois, bien évidemment qu'on doit relever ce défi. La question ne se pose pas. Et je pense que c'est tout simplement une politique qui est à mettre en œuvre sur plusieurs décennies, hein, d'où cette difficulté. Mais nous sommes là pour le relever. En tout cas, nous sommes là aujourd'hui pour ça, pour y participer. Monsieur Villedieu, qui est parti, les positions ne sont pas idéologiques, je lui réponds quand même. Le problème majeur, c'est l'absence de gestion par une large part des propriétaires privés. Quant au braconnage, effectivement, il y a du braconnage. C'est une de mes propositions, lutter contre ce braconnage. Concernant les coupes rases, il y a un intérêt écologique évident. Il y a aussi un intérêt économique, pour ne citer que les Landes de Gascogne. Voilà. Et concernant le droit de préemption, pour en citer un exemple, il est mis en place en région Île-de-France. Ça, c'était pour Monsieur Villedieu. Réponse à Manon Meunier. La diversité des modes de gestion dépend effectivement des sols et des objectifs économiques. On est tout à fait d'accord. Dans les Landes, on ne peut pas faire autrement que de planter une essence dominante. Dans tous les cas, nous ne pourrions pas planter autre chose au vu du sol, puisque nous n'avons que du sable. Concernant les coupes rases, je l'ai dit, le rapport reconnaît qu'elles sont écologiquement inadmissibles, je le redis, mais attention au fait qu'elles sont quand même inévitables à certains moments pour des raisons sanitaires, sachant que si, à partir du moment où il y a une suspicion en tout cas d'insectes, si ces coupes rases ne sont pas faites dans les 6 semaines, eh bien c'est beaucoup d'arbres qui seraient attaqués. Donc ne pas négliger cet aspect sanitaire qui est extrêmement important. Ensuite, j'avais Monsieur Vatin. Monsieur Vatin, hop, alors, pardon. Oui, sur les petites scieries. Pour vous dire que l'idée, c'est une aide de guichet aux petites scieries. Mettre en place cette aide de guichet unique pour les petites scieries, pour les remplacer justement par des appels d'offres qui sont effectivement lourds, contraignants. Donc, j'espère arriver à cette proposition que nous faisons dans le cadre de ce rapport, sur ce point précis. Aude Luquet. Alors, touc. Maintenant, ça c'est fait. Pardon. Bon, je vais faire Madame Jourdan, excusez-moi. Aude Luquet, juste après. Pour vous dire que, pour vous rappeler que depuis des siècles, effectivement, l'État s'efforce de préserver la ressource en bois. Ça, c'est un constat. Il faut aussi être extrêmement exigeant avec le domaine public. Le problème, c'est que aujourd'hui, les propriétaires privés sont difficilement identifiables. Nous avons vraiment des forêts vacantes sans maître, ce qu'on appelle. Donc vraiment, c'est un problème qui se pose. On pourrait obliger également l'obligation de mettre en place un plan de gestion sous les 20 hectares, mais on entre là dans cette zone de tout petits propriétaires, d'où l'idée d'y aller progressivement, voir ce que ça donne, passer de 25 à 20, attendre un peu, voir le résultat, qu'est-ce que ça nous apporte, quels sont les points positifs, et après, peut-être descendre ce seuil. Marie Pochon. Planter, couper, vendre, replanter, c'est vraiment l'idée de ce rapport, que de changer de paradigme. On est bien aligné sur ça. Coupe rase et seuil de 2 hectares. Aujourd'hui, l'idée, c'était pas d'interdiction radicale. Hein, ça ne paraissait pas avoir de sens, mais plutôt d'encadrer. Et puis, dans tous les cas, je le redis, je viens de le dire à l'instant, nous ne pourrons pas éviter les coupes rases pour les raisons sanitaires. Voilà, 2 hectares ou plus d'ailleurs, peut-être ça.
Voilà, pour le reste et pour l'avenir, la culture en futaies régulières, j'ai bien insisté dans mes propos, dans la présentation du rapport, c'est la meilleure prévention contre ces coupes. Développons, soutenons la futaie irrégulière, c'est aujourd'hui une évidence écologique et même économique. Nous avons des forestiers qui nous ont dit, et des exemples en Gironde, qui ont mis en place cette futaie régulière, même avec une forêt production de pins maritimes, qui économiquement s'y retrouvent, puisque les coupes sont faites régulièrement, et au lieu de se retrouver avec un revenu tous les 10 ans, ou tous les, en fonction de leur propriété, ont un revenu beaucoup plus régulier. Donc voilà, l'idée c'est de continuer à aider le développement de cette futaie régulière. Alors, Monsieur Bricou, oui, j'ai perdu une fiche. Monsieur Bricou, je vous propose sur certaines questions de vous répondre par la suite, parce qu'il y en avait tellement que on n'a pas eu le temps de tout noter. Vous avez soulevé le problème de l'accès des propriétaires aux données scientifiques. C'est évoqué dans le rapport. C'est un sujet qui est admis par les syndicats les plus divers aujourd'hui. Les états-majors sont bien informés de l'évolution de la science, mais leurs adhérents, a priori, le sont moins. Donc ça, c'est une des réponses que je peux vous faire. Vous avez parlé d'importation de bois, je crois. Quelles essences étaient importées, toutes les essences exotiques, hélas. D'accord. Alors là, j'ai pas de réponse à vous apporter là. On vous fera une réponse écrite sur cette répartition des 200 millions. Vous la recevrez. Alors, je crois que je n'ai pas répondu à Monsieur Castor. Monsieur Castor, bien écoutez, Monsieur Castor est toujours là, oui. Nous sommes, voilà, c'est ce que je disais au départ, et je ne reviens pas sur l'idée de travailler avec le président Jean-Marc Zoulesi, donc je ne reviens pas sur ce sujet, Monsieur Castor. Je sais que je n'ai pas répondu. Madame Luquet. Alors, Madame Luquet, voilà. Madame Luquet, par rapport au programme LIDAR, c'est vraiment là pour soutenir, pour mettre en place cette cartographie qui est extrêmement importante. Elle est demandée de toutes parts, de plusieurs acteurs. Là, nous avons démarré nos auditions dans le cadre de la PPL du Sénat. Le SDIS on le demande, les experts forestiers, les exploitants. Tout le monde aujourd'hui est vraiment en attente de cette cartographie. Objectif d'achèvement 2024-2025. Des financements supplémentaires. On a besoin de soutenir l'ONF sur des personnels, sur du financement pour arriver au bout de cette cartographie précise. Pas que le massif forestier, mais peut-être que nous pourrons aussi identifier justement ces zones urbaines. Nous pourrons identifier les points d'eau qui sont extrêmement importants pour la lutte contre l'incendie. Donc voilà. Et bien évidemment, on est tous d'accord pour stopper la baisse de l'ONF, la baisse des effectifs de l'ONF et également du budget. Il nous faut beaucoup plus de techniciens pour arriver au bout de cette cartographie. Donc en phase avec vous. Et qui j'aurais oublié ? Vincent, pardon, mon collègue Thiebaud, c'était bien. Merci Vincent, cher collègue, pour avoir rappelé la gestion, les plans de gestion. C'était dans la gestion de massifs, effectivement. L'importance aujourd'hui de mettre en place cette gestion de massif, une gestion commune de l'ensemble de petits propriétaires par massif. Je crois que c'est là aussi extrêmement pertinent. Ça évite le morcellement et un intérêt commun à... Attendez. Absolument. Est-ce que vous voulez préciser votre question exceptionnellement, M. Thiebaud ? Au moins comme ça... Merci, M. le Président. Non, en fait, la question précisément, c'était comment arriver à mettre en place effectivement ces bonnes gestions de forêt, gestion durable de la forêt, avec une forêt en France qui est assez exceptionnelle, parce qu'elle n'est gérée qu'à 25% par l'État ou par les collectivités, alors que dans le reste du monde, effectivement, on est à des seuils de gestion plutôt de 50-60%, comme en Angleterre ou en Allemagne. Merci. Madame la rapporteure. Effectivement, 25% de gestion publique, ce qui est, collectivité et forêt domaniale, ce qui est notre particularité. Après, cette gestion par massif, me semble-t-il, à la fois publique et privée, dans tous les cas, sera pertinente. À mon sens, ça ne change rien.
Et Monsieur Bricou, pardon. Alors, dans mon rapport, page 94, vous avez effectivement les 250 millions d'euros pour le renouvellement forestier qui sont expliqués. 70 millions d'euros pour l'ONF, 180 millions au titre de guichet ouvert pour les propriétaires privés et les collectivités. Donc, plus du tiers des dossiers déposés concernent les reconstitutions après attaque de scolytes. Voilà. 6 millions pour la filière graines et plants, 17 millions au titre des investissements pour la première transformation. Aujourd'hui, cela a permis d'aider 52 projets. Et enfin, 27 millions d'euros pour l'acquisition de données LIDAR, ce dont je viens de parler, extrêmement important pour obtenir rapidement cette cartographie, en tout cas d'ici 2025. Merci Voilà, Madame la rapporteure. Madame la Présidente. Excusez-moi Madame la Présidente, je crois qu'on a un petit problème de micro. Effectivement. Alors attendez. Réessayez pour voir. C'est bon? C'est là, c'est bon. C'est Voilà. bien ce qui me semblait qu'on m'entendait pas. Même si j'ai une voix, je suis capable de... Merci. Voilà. Donc, non, je ne vais pas recommencer, vous avez entendu? Bon, d'accord. Dans le rapport également, nous faisons des propositions, notamment sur les moyens pour l'ONF, l'OFB, le CRPF, et un certain nombre d'outils d'État qui sont indispensables justement à l'objectif que nous devons nous fixer sur l'adaptation de nos forêts, et notamment sur la question de l'aide à la gestion des forêts. Parce que je crois que c'est surtout ce qui a été avancé dans les auditions. Renforcer les effectifs, c'est dans le rapport. Juste peut-être un élément pour répondre à M. Thiebaut. Dans le rapport est avancée aussi cette proposition de regrouper les petits propriétaires pour pouvoir mettre en place des plans de gestion. Parce qu'aujourd'hui, ces petits propriétaires, bien souvent, ne sont pas... Des moments, ils ne connaissent même pas qu'ils sont propriétaires de forêt, ou ils ont oublié, et ces surfaces sont insuffisantes pour pouvoir mettre en place des plans de gestion. Et je pense que là, on a besoin, et ça ressort dans le rapport, de se regrouper, de pouvoir aussi
donner les outils nécessaires aux collectivités pour pouvoir accompagner justement les propriétaires à mettre en place des plans de gestion. Et je pense que ça sera une bonne chose. Et ça permettra aussi d'éviter justement ce désastre sur lequel qu'on assiste en ce moment avec des coupes rases qui parfois sont du jour au lendemain, on les découvre. Moi, j'ai encore découvert récemment sur la montagne Limousine une coupe rase de 10 hectares du jour au lendemain dans des zones où en plus on a des pentes et où on a des zones humides. Et c'est totalement contraire, je dirais, aux enjeux écologiques du moment. Et je pense qu'il faudra qu'on travaille justement à réglementer ces coupes par l'avenir. Oui, c'est bon. Merci Madame la Présidente. Nous en venons aux questions d'une minute. On va tenter de garder ces 1 minute, s'il vous plaît. La parole est à Jean-François Lovisolo. Ah, il est là, voilà, monsieur Lovisolo. Déjà, monsieur le Président, merci. Donc j'ai mis à profit mes vacances pour lire les propositions du rapport, et notamment une disposition à l'article 34 où vous évoquez les questions des voies d'accès pour les pompiers. Et ça rejoint l'inquiétude sur l'entretien de nos pistes de DFCI dans nos zones rurales et dans nos zones de montagne. Ces pistes DFCI sont souvent des propriétés communales et souvent les propriétés de petites communes qui n'ont peu de moyens financiers. La règle du financement public, c'est 80% de subventions publiques, pas plus. Et donc je pense qu'il serait intelligent d'introduire une disposition dérogatoire permettant le financement à 100% de ces pistes DFCI, parce que le constat aujourd'hui, c'est que les communes n'ont pas les moyens de les entretenir et qu'elles se dégradent d'année en année. C'est une question de sécurité pour les habitants, mais c'est surtout une question de sécurité pour les interventions des sapeurs-pompiers. Excellent, merci. Monsieur Maquet, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, le 28 octobre dernier, en dévoilant son plan pour réinventer la forêt française, le Président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé un plan de soutien au volontariat des sapeurs-pompiers, avec une meilleure indemnisation des entreprises qui mettrait à disposition des salariés pour aider le SDIS dans ses missions. Il faut dire que les incendies de l'été dernier ont montré, vous l'avez rappelé, à quel point nos effectifs étaient insuffisants pour faire face à des méga-feux, surtout lorsqu'ils sont simultanés. La loi Matras de 2021 prévoit déjà une réduction d'impôt de 60% sur un volume pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires au titre du mécénat. Quel jugement portez-vous sur l'efficacité et le caractère incitatif réel de cette disposition ? Dans une proposition de loi sur la lutte contre les incendies, les risques d'incendie que nous aurons examiné la semaine prochaine en commission, le Sénat a proposé d'instaurer une réduction de cotisation patronale allant jusqu'à 3 000 € par an par nouveau sapeur-pompier volontaire rendu disponible par une entreprise ou une administration. Ce levier vous paraît-il plus pertinent que la solution actuellement en vigueur ? Merci. Merci. La parole est à Christelle Pétex-Levé. Oui, Monsieur le Président, Mesdames la Présidente et la rapporteure, avec votre proposition 13, vous préconisez de rediriger les aides du bois énergie vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, et vous en avez parlé tout à l'heure, le bois de construction ou le bois d'œuvre, pourtant largement dominant en France et dont les rebuts alimentent les poêles à bois et pour lesquels il n'existe donc a priori de conflit d'usage. L'un des sujets qui a préoccupé les Français cet hiver était pourtant la pénurie de granulés de bois et l'explosion du prix des pellets, qui a pu plus que détériorer la vie de ménages qu'on a pourtant poussé à passer au poêle à bois avec les aides de la prime énergie. Le gouvernement, qui a lui-même reconnu les retards de la filière française, avait répondu par de nouvelles aides via un chèque bois énergie exceptionnel. Résultat, on a encore dopé la demande sans renforcer l'offre, d'où une spirale inflationniste et le recours peu glorieux à du vrai bois pour fabriquer des pellets. Sans parler d'aide pour planter des arbres, une incitation à mieux valoriser les copeaux des scieries ne serait-elle pas pertinent pour faire contribuer l'amont de la filière à la fourniture en matières premières du secteur bois-énergie en aval ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Decker. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, je voudrais vous remercier à mon tour pour votre travail et revenir sur la reconstitution des puits de carbone que constituent nos forêts qui ont perdu la moitié de leur capacité de stockage au cours de la dernière décennie. Face au dépérissement constaté de ces forêts, s'ouvre un débat difficile, vous l'avez rappelé, entre régénération par parcelles entières, futaies irrégulières sans coupe rase, voire régénération naturelle. Ce débat n'est pas tranché, mais au-delà de l'orientation qui serait privilégiée, je souhaiterais savoir si vous avez pu évaluer la capacité de nos pépiniéristes
à fournir assez de graines et de plants, sachant que la demande était plutôt en retrait ces dernières années. Deuxième question en écho à votre proposition 29 qui suggère d'élargir le droit de préemption pour lutter contre le mitage des parcelles. Vous semble-t-il envisageable de recourir à un remembrement de ces parcelles forestières comme cela s'est fait en son temps pour les parcelles agricoles? Merci. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci pour ce rapport et ce travail très enrichissant. L'une des conclusions étonnantes de ce rapport, et c'est tout à votre honneur, c'est qu'en matière sylvicole, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Vous avez l'humilité de reconnaître que les savoirs scientifiques sont encore trop incertains pour prendre dès aujourd'hui des paris entre futaies régulières et futaies irrégulières, régénération à l'identique et introduction d'essences exotiques. Nathalie Breda de l'INRAE a ainsi fait état auprès de votre mission des conclusions contrastées sur les bienfaits du mélange des espèces, pourtant très à la mode. Dans la loi Climat et Résilience, nous avions assigné à l'État la mission de veiller à l'adaptation des essences forestières en s'appuyant sur leur diversification, la migration assistée ou la régénération naturelle, autant de méthodes qui attendent encore d'être définitivement validées par les travaux de recherche. La promotion de ces pratiques sylvicoles dans la loi vous paraît-elle donc pertinente? Votre proposition numéro 11 suggère d'aligner les labels de gestion durable dont on comprend la lecture de votre rapport qui sont critiquables sur les meilleures connaissances scientifiques. N'est-ce pas un peu prématuré? Merci. Merci. J'ai bien vu votre demande de questions. Je vais vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole? Madame Brudebois, je vous laisse la parole. Oui, je voulais poser comme question, la fouage, c'est une pratique ancestrale qui existe encore dans les communes et qui participe à la gestion durable des forêts et qui sensibilise aussi nos concitoyens à l'intérêt de la forêt. Est-ce que vous pensez qu'il faut en quelque sorte l'encourager, et voire même dans les forêts domaniales? C'est une pratique qui est parfois pratiquée par l'ONF dans les forêts domaniales, et je pense que c'est une bonne gestion de la forêt. Monsieur Di Filippo, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Simplement, rapidement, en complément, deux questions. La première, je vous ai entendu tout à l'heure par écran interposé dire que notre forêt souffrirait tant que les émissions de gaz à effet de serre augmenteraient sous l'effet du réchauffement climatique. On a bien conscience qu'on respire tous le même air sur la planète et que la France n'est responsable que de 0,9% des émissions de CO2. Avez-vous donc bien conscience que l'enjeu se situe bien ailleurs que dans notre pays? Et la deuxième question, les forêts françaises sont largement des forêts privées. Et aujourd'hui, la forêt vit mal aussi. Certes, il y a l'effet du réchauffement climatique, mais il y a le problème de l'exploitation. Or, la propriété forestière privée et les morcellements, la difficulté à acquérir ces parcelles pour ceux qui veulent vraiment l'exploiter, en faire quelque chose, est un élément qui est vraiment très complexe au niveau cadastral, au niveau notarial, au niveau administratif, à tous les niveaux. Et donc, qu'est-ce que vous suggérez en la matière pour rendre ces, je mets des guillemets, remembrements beaucoup plus faciles? La parole est à Laurence Edelgrière. Suite aux incendies cet été en Ardèche, on était amené à ouvrir des pistes, des endroits où il n'y avait pas de pistes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation, pour maintenir ces pistes ouvertes, de devoir faire des demandes d'autorisation, de maintenir les pistes ouvertes. J'aurais bien aimé avoir votre position là-dessus, sur la faisabilité de maintenir des pistes ouvertes, sachant qu'on a réellement besoin de ces pistes pour pouvoir continuer à entretenir la forêt. Et enfin, la parole est au député Castor. Oui, c'est dans la droite lignée de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est avoir la garantie que les mesures qui sont préconisées ne seront pas applicables à la Guyane tant que le rapport spécifique à la forêt guyanaise ne sera pas sorti. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, monsieur, je ne le fais pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, monsieur Lavisolo, concernant le
de financement des pistes des FCI aujourd'hui à 80%. Alors, ce n'est pas vraiment le cœur du rapport. Hein, c'est pour ça, on l'a évoqué tout à l'heure lors de l'audition dans le cadre de la PPL du Sénat. Je crois que voilà, c'est un sujet qu'il faut mettre dans le cadre de cette prochaine PPL et en discuter ensemble. C'est effectivement un sujet délicat. Donc, à votre disposition pour en reparler, même si ce n'est pas tout à fait mon titre, je crois. Mais en tout cas, sujet PPL. Monsieur Maquet, concernant la réduction de cotisations patronales, attention à l'équilibre des comptes sociaux. C'est un sujet. Et l'idée d'une réduction due à une forme de mécénat, bon, moi je pense que oui, pourquoi pas. Voilà, ça peut être une idée à exploiter. Je ne suis vraiment pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Madame Brulebois, concernant l'affourage, le rapport évoque assez brièvement ce sujet. Je le connais un tout petit peu par rapport au fait d'aller récupérer du bois effectivement mort dans le cadre de la forêt usagère de la Thèse de Bûche. Ça, ce sont des dispositions ancestrales intéressantes que personne, c'est une liberté en tout cas que personne ne conteste aujourd'hui. Ensuite, Monsieur Bonny sur l'adaptation des essences. Je crois que il est indispensable aujourd'hui d'avancer par rapport à la diversification, à la diversité de ces essences, même si il y a des échecs, mais il ne faut pas qu'on prenne de retard par rapport à ça. Et on met en place donc la mission d'intérêt général que l'on souhaite créer, que l'on donnait à l'ONF avec un budget de 100 millions d'euros qui va permettre là aussi des études et de la recherche par rapport à la diversification de ces essences. En tout cas, ne prenons pas plus de retard que nous n'en avons. C'est un sujet difficile et les scientifiques même ne savent pas ce que ça va donner encore. Donc avançons et au fur et à mesure des années, des décennies, voire, nous saurons vers quoi se tourner, sachant qu'on est aussi un peu sur l'inconnu de la rapidité du changement climatique. Madame Pétex, concernant le bois énergie et les pellets, bien évidemment, il faut utiliser les copeaux d'Issyrie, bien évidemment, sinon, je le disais dans mon rapport, on est sur une aberration écologique. On ne va pas planter des arbres pour en faire des pellets, ça n'a aucun sens. Il faut utiliser le bois énergie en troisième niveau de hiérarchie, bois construction, bois transformation, et ensuite, effectivement, avec ce qu'il reste, on fera du pellet. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est de faire face aussi au braconnage et aux personnes qui vont dans la forêt voler du bois pour fabriquer eux-mêmes leurs pellets. Donc c'est un sujet sensible. Monsieur Descoeurs, oui, les pépiniéries sont inquiets, ils ont raison de l'être inquiets parce que le dérèglement climatique a une influence extrêmement forte sur la qualité et la quantité des graines et des plants. Donc, bon, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on le rapporte, là aussi, soutien qu'on aille plus loin dans la recherche. Et il ne s'agit pas non plus de remembrer de manière autoritaire les forêts. Personne ne le souhaite aujourd'hui et personne ne le demande, à ma connaissance en tout cas. Qui j'ai oublié, Monsieur Di Filippo. Oui, par rapport aux émissions de CO2, certes, ça représente peu, mais ça ne nous empêche pas de faire quelque chose. Hein, c'est pas parce que cela représente des émissions, je ne sais plus combien vous disiez, 0,9%, qu'il faut se dédouaner de ça en disant la France ne fait rien. Je crois que ce n'est pas une raison valable, une excuse. Et puis de toute façon, le CO2 se déplace. Et donc nous, ce que nous émettons, eh bien, c'est parti vers d'autres territoires qui, eux, n'en émettent pas. Et voilà, donc soyons solidaires sur ce sujet et je pense que c'est comme ça que nous avancerons intelligemment. Madame la Présidente, si vous voulez prendre le relais. Oui, sur la question par rapport au droit de préemption, je ne sais plus qui a posé la question, notamment la proposition donc 29 sur le droit de préemption pour les maires. Vous le savez, ce droit de préemption, il existe aujourd'hui, mais il existe à partir du moment où la collectivité est déjà en limite de propriété de la parcelle. Et là, l'objectif, c'est justement de pouvoir avoir un droit de préemption sur l'ensemble du territoire, quel que soit l'endroit de cette parcelle qui est à vendre. Et ça a été... les collectivités nous ont interpellés sur cette problématique qui parfois, pour permettre la protection de certaines zones et de certaines plantations,
et de ne pas laisser aussi des biens sans plan de gestion, voilà, c'était ça l'objectif. Et ce qui a été pointé aussi, c'est la nécessité de travailler sur les biens vacants sans maître, qui aujourd'hui sur la forêt sont aussi relativement importants, méconnus bien souvent. Et dans le rapport, ça rejoint la nécessité d'avoir une véritable cartographie de nos forêts et des propriétaires, et l'accès aussi au cadastre pour justement faciliter tous ceux qui travaillent sur la forêt. Maintenir les pistes, on a répondu. Et je voulais aussi pointer, peut-être, ça n'a pas été abordé, mais est venu, on a parlé tout à l'heure de la problématique des pépinières, mais il y a aussi, dans le domaine de la forêt, plus généralement, un problème de formation qui a été pointé. Et aujourd'hui, nous avons eu un peu la discussion avec le ministre de l'Agriculture, notamment sur la formation pour justement travailler dans les pépinières et aussi travailler sur la gestion de nos forêts, où aujourd'hui on manque encore de débouchés en termes de formation. Juste pour répondre à Madame Edel concernant les pistes d'FCI, bien évidemment, il faut les maintenir ouvertes et les entretenir. C'est un sujet que l'on peut renvoyer là aussi dans le cadre de la PPL du Sénat, puisque de nombreuses auditions nous remettent sur ce point précis. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, merci pour ces éléments de réponse. Oui, c'est parce que c'était évident. Alors, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente, avant de terminer et surtout mettre aux voix pour autoriser la publication de votre rapport, est-ce que vous voulez bien donner des éléments de réponse à Monsieur Castor? Non, il voulait l'engagement. Madame la Présidente. Si j'ai bien compris, la question, c'était un engagement qu'il n'y ait pas, si on va vers un projet de loi et des restrictions, que ça ne s'applique pas au territoire guyanais au regard de la spécificité dont nous avons abordé, tant que nous n'avons pas engagé ce travail d'aller plus loin vers une autre mission et un travail parlementaire sur ce sujet. Est-ce que sur cet engagement, peut-être, c'est pas à moi de le prendre. Madame la Rapporteure, enfin, c'est compliqué en tant que président de commission de m'engager sur vos propositions, Madame la Rapporteure. Monsieur le Président, cela reste des propositions. Ça n'engage pour l'instant personne, si ce n'est nous, si vous le votez bien évidemment. Donc je crois qu'après, il s'agira de travailler ensemble sur cette proposition de loi. Nous avons été plusieurs à l'aborder, proposition de loi transpartisane, suite à certains sujets qui n'auront pas été abordés, je le redis, dans le cadre de la proposition sur l'extension du risque incendie Sénat, puisque certaines de ces propositions pourront être étudiées dans le cadre de cette PPL, d'autres non. Donc voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci sur ça. On a bien identifié le sujet Guyane, on en est bien conscient et on s'engage à le traiter de manière individuelle en tout cas et particulière. Merci Madame la Rapporteure, et je rappelle une nouvelle fois, au risque de me répéter, la nécessité de monter une délégation pour venir dans votre circonscription, Monsieur le député. Ce n'est pas terminé, puisque en application de l'article 145 alinéa 7 du règlement, nous en venons à l'autorisation de publication du rapport de la mission d'information. Qui est pour la publication? Qui est contre? Chers collègues, la publication du rapport est autorisée. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain matin. Demain est une journée importante, vous le savez. Table ronde le matin à 9h30, table ronde sur la recherche en matière de comptabilité verte. Mais surtout, demain après-midi, 16h45, dans cette même salle, audition conjointe, Monsieur Béchu et Monsieur Fesneau, deux ministres au banc
pour notre commission. Merci chers collègues, à demain.